Bonsoir chers lecteurs, bonsoir Yves. Bonsoir à nous. Ce soir, nous allons vous parler d'un livre qui est sélectionné au Goncourt, le Goncourt qui sera, je crois, dévoilé dans quelques Jour. jours exactement. Il s'agit du dernier roman de Louis-Philippe d'Alembert, publié aux éditions Sabine Westpizer, une maison d'édition que j'affectionne particulièrement, et qui se prénomme Milwaukee Blues. Alors, quelques mots avant d'abord sur l'écrivain. C'est un romancier, Louis-Philippe d'Alembert est un romancier, poète haïtien qui est assez connu et qui connaît bien les États-Unis. Il est docteur en littérature comparée et il a professé notamment à l'université du Wisconsin-Milwaukee. Alors, dans ce milieu de l'Ouest qui est gangréné par un racisme toujours présent, il va planter une histoire, il va se baser au fait sur l'histoire et sur la mort terrible de George Floyd, sauf que là, il va utiliser un double, un certain Emmett, qui, et à travers laquelle il va raconter finalement l'histoire de George Floyd romancée, c'est-à-dire que à la première personne, les gens dans la première partie du livre qui ont connu Emmett, eh bien, ils vont parler de ce garçon. Alors, il y a eu plusieurs personnages, je vais laisser tout de suite Yves prendre la parole, qui vont parler donc d'Emmett. Mais Emmett, on ne va jamais l'entendre parler, c'est-à-dire que le portrait se dessine parce que quand ces personnages parlent, Emmett est déjà mort. Juste une petite parenthèse avant de laisser la parole à Yves. Emmett en hébreu veut dire vérité. Et on sent que dans ce livre, l'auteur veut à tout prix transmettre cette tragédie implacable, cette vérité quasi universelle sur la condition afro-américaine aux États-Unis. Et alors Emmett, c'est inspiré d'un meurtre qui a eu lieu dans les années 60 50. ou 50, tout à fait, lorsque un noir avait adressé la parole aux blancs, à des personnes blanches, et s'est fait tuer pour ça. Yves, je te laisse la parole. Oui, merci. Je trouve que c'est un très bon livre. Je voudrais juste apporter, enfin, dire un mot de ce que vient de dire Anouk. Le racisme n'est pas seulement celui de l'intérieur des États-Unis, il est celui des États-Unis dans leur totalité. Ouais. Euh, Comme Anouk l'a dit, et l'un des personnages importants du roman va très clairement dire à un moment donné que c'est ce racisme qui gangrène toute la société nord-américaine. Euh, il y a plusieurs personnages qui interviennent dedans, l'amie d'enfance, une toute jeune femme, le copain dealer qui a fait longuement de la prison, Et qui après s'est réinséré dans la après se société. réinsère. Il y a le coach qu'a eu Emmett lorsqu'il était à l'université et qui le traitait comme un père traiterait son fils. Et qui le poussait aussi surtout à obtenir cette bourse pour aller plus loin. Oui, mais ça vient un petit peu après, Oui, pardonne-moi. oui. Le coach le poussera après un deuxième accident au football américain parce que là, il a une fracture tibia-péronée grave et qu'il va falloir une longue rééducation. Le coach lui conseille de redoubler. Il va tout faire de son côté pour qu'on lui maintienne une bourse et poussé à la fois par les recruteurs et par son ambition dévorante, Emmett n'écoutera personne, va, va retourner sur le terrain bien avant qu'il ne fallait et ne sera pas drafté. Donc, en fait, c'est ascension et chute d'un héros. Donc, le coach, il y a également la mère, qui est une femme très pieuse, abandonnée par son père, par le père de l'enfant, et Par son qui mari. élève son fils avec une fermeté pleine de douceur et qui va le pousser à aller au bout de son rêve qui est de devenir un joueur de football professionnel. Et puis deux autres personnages.
une ancienne gardienne de prison qui, après avoir été gardienne de prison, devient pasteur. Et puis la fiancée, Nancy, qui, elle, Fiancée blanche, surtout. fiancée blanche, absolument, pardon, fiancée blanche est essentielle, qui décrit très très bien à travers leur histoire la confrontation de l'Amérique à son racisme. Oui, tout à fait, parce que elle explique aussi à quel point, quand elle rencontre ce jeune homme, il est tout timide. C'est très très difficile au début pour tous les deux d'établir le contact. Ils sentent aussi tous les deux une pression due aux milieux différents desquels ils sont issus. Ce que j'ai aimé dans les portraits, les différents portraits qui sont décrits, c'est-à-dire les différents personnages qui décrivent justement Emmett, on voit que l'auteur connaît très très bien cette société américaine, parce que par exemple, il y a un portrait que Yves n'a pas mentionné, qui est de sa copine qui lui a fait un enfant et qui après va le quitter parce que à ce moment-là, Emmett, qui est déjà arrivé avec 2 enfants d'un premier, je dirais, lit et s'est fait déjà larguer une première fois, eh bien, il rencontre une autre femme et celle-ci, au départ, la façon dont elle parle d'elle-même, il y a beaucoup d'humour, mais c'est tellement juste. C'est une femme qui au départ, Emmett l'a fait rêver parce qu'il ressemble à une sorte de grande brute au cœur tendre et d'artichaut. Mais finalement, ses rêves sont très très vite brisés. Elle pense qu'à son corps, elle ne pense qu'à plaire, et elle se retrouve avec 3 bambins dont 2 ne sont pas les siens, à s'occuper de ses enfants. Elle doit même cohabiter avec la mère d'Emmett parce que Emmett ne parvient plus à joindre les 2 bouts à force d'accumuler des boulots par-ci par-là pour survivre. Et je trouve que la psychologie de chacun des personnages est très très bien rendue. Par contre, là où je ne rejoins pas Yves, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de répétitions. Alors sans doute que il y a beaucoup de répétitions dans la façon de décrire Emmett, et aussi sur les conditions désastreuses dans lesquelles il vit. Alors sans doute que c'est peut-être une façon pour l'auteur pour bien nous faire comprendre, et surtout faire comprendre aux gens qui n'ont aucune notion de ce qu'est ce monde en difficulté, pour nous faire comprendre leurs douleurs, leurs difficultés. Mais pour moi, c'est trop répété par moments. Alors, une nouvelle fois, je ne suis pas d'accord avec Anouk. Oui, c'est vrai, il y a des répétitions. Mais il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'à chaque fois que chacun des personnages va raconter un événement qui a déjà été raconté par un ou d'autres, ou plusieurs autres, c'est toujours d'un point de vue différent. À chaque fois, celui qui parle aborde un sujet donné, Un souvenir, souvent. ou un souvenir, Ouais. avec sa sensibilité propre. Donc, ça n'est pas véritablement une répétition. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, quand bien même on parlerait de répétition, cette répétition donne à Emmett un caractère d'universalité. C'est vrai. Alors, il y a encore un personnage dont on a oublié de parler, qui est le policier, justement, qui tue Emmett. On connaît tous la célèbre scène de George Floyd, I Can't Breathe. Euh, il décrit très très bien, où il s'imagine très très bien l'auteur, en reprenant le discours du policier, ce petit policier de la classe moyenne qui a plus ou moins réussi, qui vit dans son petit pavillon, dans son quartier pavillonnaire avec son jardin bien tondu, ses 2 petites filles bien éduquées. Même là, je trouve qu'il décrit parfaitement le raciste tout propret que doit être certainement cet agent. Oui, pardonne-moi de t'interrompre. Je suis absolument d'accord avec ce qu'Anouk dit. C'est vraiment la middle class, bien propre sur elle. Et
il est raciste, la question ne se pose même pas, puis on ne va pas essayer de le démontrer, chacun d'entre nous le sait, mais lui-même n'a pas conscience de ce Oui, racisme. ce qui est dingue. Il vit euh, une situation qui est une situation donnée et qui existe depuis ce que Barack Obama appelait le péché originel et qui était la période de l'esclavage. Et donc, être comme il est, nous le considérons comme raciste, il se considère comme un noir, comme un Blanc. Américain moyen, Ouais. blanc. Il ne voit pas ce qu'il fait de mal. La meilleure preuve en est d'ailleurs que dans la réalité, l'assassin de Floyd a plaidé non coupable. Mhm. Il a été lourdement condamné après, mais il a tout de même plaidé non coupable. Alors, on est bien conscient que c'est un sujet on ne peut plus chaud qu'aborde Louis-Philippe d'Alembert. Moi, ce qui m'a intéressé davantage dans ce livre, c'est la deuxième partie. C'est la partie, d'abord il y a l'enterrement et puis il y a surtout la marche, cette marche de revendication qui est organisée par Ma Robinson, cette ancienne gardienne de prison devenue prêtresse, qui a connu Emmett enfant, qui a joué avec lui, qui était proche de la mère d'Emmett, parce que celle-ci... mais la mère d'Emmett est décédée entre-temps, mais qui était proche d'elle parce que celle-ci était religieuse, dévote. Et donc, on a l'impression d'être entraîné dans cette marche. Il y a une vitalité énorme qui ressort de cette marche. On a l'impression nous-mêmes, en tant que lecteurs, de faire partie de cette marche. Et cette Ma Robinson, elle est pas, comment je dirais, c'est une femme qui est assez mesurée, même si elle tient des propos où elle est vraiment à la recherche de cette volonté d'unir tout le monde et d'effacer à jamais ce racisme. Elle comprend le cri des Noirs. Par contre, elle comprend aussi les Blancs qui parfois préfèrent dire je ne veux pas de problème, ça ne me concerne pas. Donc elle n'est pas extrémiste, elle est dans la mesure pour essayer justement d'attirer le plus grand nombre de personnes dans cette marche qui a des allures un petit peu de Martin Luther King, où on entend encore au loin I Have a Dream, où quelque part, elle, comme lui, veut croire en cette utopie qu'un jour, tout le monde puisse s'asseoir ensemble, sans distinction de race, de religion ou de sexe. Ce qui est un message assez positif. De couleur. Voilà. C'est absolument juste. La deuxième partie est en grande partie consacrée à la préparation et de l'enterrement et de cette marche blanche, si je peux oser ce mauvais jeu de mots. Vont participer à tout cela tous les personnages qui ont parlé d'Emmett précédemment dans le livre, y compris le coach qui vient avec sa femme et Nancy qui est professeure à New York. La première petite amie blanche. La première petite amie blanche, le grand amour d'Emmett et le grand amour de cette jeune femme. Elle raconte très bien qu'elle ne s'est jamais mariée, elle n'a jamais eu d'enfant, et que ce qui a compté pour elle, c'est Emmett et personne d'autre. Soit dit en passant, il se conduit avec elle comme son propre père s'était conduit avec sa propre mère. C'est-à-dire qu'il s'en va sans laisser d'adresse, et en lui laissant simplement une lettre dans laquelle il lui explique que leur histoire n'est pas viable. On voudrait croire qu'au bout du bout, ce type d'histoire pourra être viable, mais force est de constater, en tout cas, qu'aujourd'hui, ça ne l'est pas. Et c'est ce qui fait que ce livre est important à lire, parce que c'est un procès à charge contre les États-Unis, contre une façon absolument aveugle de voir les choses, contre de ne pas les voir précisément. C'est un procès contre
tout ce qui divise ce pays qui aujourd'hui encore se prétend premier pays au monde. C'est un livre que j'ai sans doute plus aimé que ne l'a aimé Anouk, à cause des répétitions dont elle parlait au début, mais qui me semble un livre important parce qu'il montre à travers le destin d'un homme banal, devenu une sorte d'icône extrêmement éphémère, mais le temps de la faculté devenu une icône, comment ce personnage-là devient une espèce d'emblème, une nouvelle emblème de la lutte des Noirs pour l'égalité avec les Blancs, ce que nous savons pertinemment, ils n'ont toujours pas aujourd'hui. Oui, et puis aussi, comme le dit Yves, il décrit une Amérique finalement où tout est possible, parce que c'est un pays, l'Amérique, qui est un pays détesté, qui est un pays adoré, un pays ultra-libéral, un pays ultra-capitaliste, où souvent il est difficile d'échapper à sa condition, mais pourtant il y a toujours ce American Dream, et puis il y a quand même des organismes, des bourses, des chances qui parfois permettent aux gens de s'en sortir. Donc c'est toute cette opposition de ce pays qui est décrit. Et puis surtout, et ça, en écoutant un petit peu ses interviews, il dit que ce livre, pour lui, s'adresse avant tout aux jeunes, à ces jeunes qui ne comprennent justement pas ce pays et qui ont tendance à enfermer les peuples et toutes ces ethnies et toutes ces religions et tout ça dans des cases différentes. Et voilà pourquoi il dit, il est très important aussi de connaître le passé, parce que finalement, tout n'est que répétition du passé, et même s'il y a des petits pas qui se font et qui sont un petit peu mieux qu'avant, on est toujours encore très très loin, parce que pour qu'en 2021 et encore les années précédentes il continue à y avoir des bavures racistes de la police, parce que c'est presque une opposition bavure raciste, mais oui, c'est un pléonasme. Eh bien, il faut prendre conscience de tout ça, que les choses n'ont pas encore changé et qu'il faut continuer à garder cette volonté de changer les choses. Oui, je suis d'accord avec Anouk, parce que de toute façon, le rêve américain reste le rêve américain. C'est une terre sur laquelle tout est possible. Tout est possible, mais pas à tout le monde. Il aurait été possible que Emmett devienne une star du football américain s'il n'avait pas précipité son retour. Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que la réalité est que les Noirs, dans leur grande majorité, n'ont pas la possibilité de vivre ce rêve américain. Il ne faut pas oublier non plus que tout cela se passe sous Trump. Et ne pas oublier que quand les émeutes ont commencé, Trump a envoyé la garde nationale. C'est-à-dire que le premier des racistes était le président lui-même. De la même manière que il y a eu, lors des incidents du Capitole, ceux qui se sont fait taper dessus étaient des Noirs. Les Blancs n'ont strictement rien, n'ont pas eu maille à partir avec le peu de police qui se trouvait sur place ce jour-là. Il y a encore un petit personnage qu'on a oublié. C'est le premier, c'est l'épicier pakistanais qui, au départ, reçoit... Emmett vient changer un billet chez lui et il a l'impression que c'est un faux billet. Et donc, en Amérique, on a l'obligation directement d'appeler la police. Et cet épicier pakistanais se sent très coupable. Alors, il parle avec... si mes souvenirs sont bons, il parle avec un collègue ou son patron qui lui dit « Mais non, tu as bien fait, parce que tu as suivi la loi, il a fallu le dénoncer, etc. » Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que il dit à un certain moment une phrase, il dit que, en fait, il montre l'exemple qu'en Amérique, c'est le pays où tout est possible, où à la fois ça peut aller d'un bon côté et à la fois d'un mauvais côté, mais où il y a toujours cet espoir qui est là. Parce qu'il dit à un moment, même si on finit par crever, on crève avec l'espoir. Et il n'y a pas pire de crever sans espoir. Et donc, quelque part...
il résume au fait, cette phrase résume au fait ce pays des États-Unis qui est tellement controversé, qui est tellement double et qui à la fois entraîne les plus grands espoirs et à la fois les plus grandes chutes et désespoirs, exactement. Oui, l'épicier pakistanais est un personnage important parce que, indépendamment du fait qu'il fait son devoir de citoyen américain en prévenant la police, apparaît, c'est l'un des rares personnages chez qui ça apparaît une conscience. Mhm. Et cette conscience l'empêche de dormir. Elle lui fait faire chaque nuit des cauchemars où un personnage répète en boucle I can't breathe, I can't breathe. Donc, et c'est un Pakistanais dans mon souvenir, parce que j'ai lu le Oui, livre il y a un bout de temps, dans mon souvenir, il est membre d'une famille qui a oui, plusieurs magasins, et celui qui va le conforter dans le fait d'avoir appelé est en fait un oncle, je crois, qui a développé cette mini-chaîne de magasins. Mais ça n'empêche que ceux qui eux-mêmes pakistanais, donc immigrés, qui n'ont pas nécessairement la peau particulièrement blanche, ont ce rêve américain et ils vont y arriver certainement. On ne voit pas comment ils n'y arriveraient pas. De la même manière que on voit très bien dans certains films comment la communauté chinoise américaine y arrive parce qu'ils ont une certaine façon de vivre, ils se contentent d'un certain nombre de choses, ce ne sont pas des consuméristes à outrance, et ils mettent de l'argent de côté petit à petit, parce que c'est ce qui va tout dicter aux États-Unis, ils ont de l'argent, et à partir de là, ils vont pouvoir s'élever socialement. C'est ce que dit l'un des autres personnages du livre, qui s'appelle Cynthia, si mes souvenirs sont bons, et qui est la meilleure amie de Nancy, et qui qui fait l'apologie de l'argent, en expliquant que à partir du moment où il y a beaucoup d'argent, il n'y a plus de couleur. C'est d'un cynisme effrayant, mais pour qui connaît un peu les mhm, États-Unis, c'est malheureusement très très mhm. vrai, en tout cas pour les États-Unis profonds, ceux qui se trouvent entre les deux côtes, parce que on sait très bien que la côte Est comme la côte Ouest sont beaucoup plus libérales, beaucoup plus tolérantes, mais mais ils ne représentent pas la majorité de la population, tout simplement. Merci Yves. On se, Merci à nous. on se retrouve la semaine prochaine pour un livre dont nous ne vous dévoilerons encore rien, mais Mais qui qui est nous a une pure merveille. On vous laisse la surprise. En attendant, on espère que Milwaukee Blues ou peut-être le livre de Sir Chalandon un des deux obtiendra le concours. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles Je aventures. voudrais juste ajouter un dernier mot. Il y a tout à fait à la fin du livre une Oui, playlist. Vous pouvez, si le cœur vous dit de lire ce livre, le lire en écoutant les musiques qui sont recommandées par l'auteur. merci Yves. Merci à vous.